Bon, tout le monde étendra à l'heure avec nos félicitations. Je donne la parole au président, qui a cher président Jean-Claude Trichet. Cher Yvon Gattaz, c'est vous, le président moral de cette réunion, bien entendu. En tout cas, moi, je suis très très heureux, avec le secrétaire Capétel, de vous accueillir dans cette belle grande salle des séances qui est toujours réputée, s'agissant des réunions qui s'y tiennent, pour la ponctualité. Vous avez été d'une ponctualité extraordinaire, attendu de pouvoir ouvrir la séance exactement à l'heure. Et donc, merci beaucoup d'être venus si nombreux sur un sujet si impressionnant. Je voudrais dire à Yvon Gattaz qu'on vient de l'Académie, reconnaissant de tout ce qu'il a fait toute sa vie sur le thème de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage et plus généralement de l'éducation professionnelle, dire au secrétaire perpétuel qu'on est heureux, qui nous donne la grande salle des séances pour cette réunion, et dire à M. Marin, qui est parmi nous, combien je suis personnellement sensible à sa présence sur ce thème qui lui est infiniment cher et dont nous parlions encore samedi matin, si je puis dire, ensemble. Je voudrais également saluer du fond du cœur tous les conférenciers qui sont ici présents, mais auparavant le chancelier de l'Institut nous fait l'honneur d'être lui aussi parmi nous, et je crois devoir, Yvon Gattaz, lui en être infiniment reconnaissant comme je le suis et comme nous le sommes tous. Donc je dois simplement mentionner d'un mot que nous sommes honorés d'avoir autant de conférenciers éminents. Je ne vais pas décliner leur qualité, Yvon Gattaz le fera mieux que moi, mais M. Carlier, qui représente la ministre, est parmi nous. Patrice Auchard, qui a voué sa vie entière à l'enseignement professionnel, est parmi nous. Claude Nozal et Gilles Lecoq, deux professeurs éminents qui ont été, je crois, les co-dirigeants de la thèse de M. Auchard, sont également parmi nous, ainsi que M. Augustin Mutualet et Dominique Héron. Laissez-moi simplement vous dire qu'il n'est pas étonnant que l'Académie vous accueille dans ce lieu extraordinaire où nous présentons d'hommes illustres, femmes illustres, de monde d'ailleurs. Nous sommes ici dans une académie, en tout cas s'agissant de cette réunion du lundi, qui est extraordinairement attachée à l'éducation, et je ne manquerai à mon devoir si je mentionnais parmi nous la présence de Michel Desbrots, qui a été extraordinairement actif pour orienter du mieux possible l'éducation dans notre pays. Et Dieu sait si nous avons en effet beaucoup de choses à faire ensemble. Je voudrais également dire à quel point, lorsque je compare moi-même, ayant eu l'occasion de mettre au banc d'essai en quelque sorte beaucoup de pays européens, lorsque dans mes fonctions antérieures, lorsque je compare l'enseignement professionnel d'une manière générale, et encore il n'y a pas longtemps l'apprentissage en France comparé aux autres pays, je ne manquais pas d'être stupéfait, parce que je voyais chez nous une sorte de retard culturel que je n'arrivais pas à m'expliquer. Pour vous donner simplement quelques exemples, les enfants de mon homologue suisse, Jean-Pierre Roth, il avait 3 enfants. 2 sur 3 avaient fait l'apprentissage en Suisse. Et c'était un vrai apprentissage avec travail en entreprise, naturellement doublé d'une éducation de très très haut niveau. Et pour les enfants du gouverneur de la Banque centrale suisse, c'était normal, c'était la bonne éducation. Même chose, il faut bien dire, en Allemagne, dans une large mesure, même chose dans plusieurs autres pays européens. Nous avions encore un retard considérable dans ce domaine, et d'une manière plus générale,
dans le domaine de l'enseignement professionnel. C'est cette conscience-là, Yvon, qui fait que toute votre vie, vous avez travaillé sur ce thème, je dirais le thème peut-être du rattrapage, du fait d'un retard culturel qui est anormal, et tous les conférenciers que j'ai énoncés sont eux-mêmes convaincus du fait qu'il nous reste énormément à faire, même si les choses sont enclenchées clairement. Et de ce point de vue-là, évidemment, il ne faut pas être pessimiste, il faut plutôt être optimiste, disons convaincu qu'on doit pouvoir faire de très grands progrès. Voilà ce que je voulais vous dire dans ces quelques mots d'introduction, en vous remerciant beaucoup d'être venu et en redonnant immédiatement la parole à M. Gattaz, qui avait très aimablement accepté de me la donner il y a un instant. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes toujours aussi éloquent et je vous remercie de cette introduction si sympathique. Vous savez vous-même la sympathie que vous attirez auprès des 50 et 40 académiciens de sciences morales et politiques à laquelle nous faisons partie, dont nous faisons partie, et à laquelle nous sommes très attachés. Vous êtes dans la grande salle et nous allons attaquer tout de suite ce débat du jour sur l'enseignement professionnel et l'apprentissage, qui sont très liés, comme nous allons le voir. Depuis toujours, j'avais été surpris par la différence importante qu'il y avait entre chaque individu entre les qualités de réception et les qualités d'émission. Les premières, les qualités de réception, permettant la compréhension rapide, et les secondes, permettant des innovations non conformistes qui n'étaient pas prévues et qui étaient parfois des réalisations exceptionnelles. J'en ai connu toute ma vie. Puis, au cours de mes études, et surtout lorsque j'ai créé une entreprise à partir de zéro en 1952 avec mon frère, nous nous sommes aperçus que nous ne pouvions recruter que des jeunes qui avaient reçu une formation ou qui en avaient besoin. Et nous avions immédiatement installé à l'intérieur de la maison, notre société s'appelait Radial, s'appelle toujours Radial d'ailleurs, et on avait besoin d'installer l'organisation de la formation qui ne tombe pas du ciel. En effet, quel que soit le métier que cherche une personne, la formation à ce métier est absolument indispensable, car la spontanéité jaillissante n'est pas toujours bénéfique comme on le croit. Et j'ai oublié un détail tout à fait significatif. Dès que nous avons créé la société radiale avec mon frère Lucien, nous avons eu une idée pour le recrutement des jeunes. C'était parmi nos candidats de trier ceux qui avaient les yeux qui brillent. Effectivement, cette expression a surpris, on a trouvé sa tournure un peu spécifique, et pour les jeunes recrues, d'après leur seule attention aux propos que nous tenions et qu'ils avaient l'air de comprendre, de le réceptionner et même d'analyser positivement. Cette méthode des yeux qui brillent nous a longtemps poursuivis et nous a même naturellement reconnu, car on ne juge pas, nous dit-on, les individus prétendus intellectuels
sur des yeux qui brillent ou qui ne brillent pas, et qui sont jugés comme tels uniquement par l'interlocuteur unique. Ainsi, dans notre entreprise, nous sommes immédiatement occupés de la formation, la vraie formation, lente, oui, lente, assidue, tranquille, des salariés de tout niveau et qui avaient besoin de connaître leur métier avant d'exercer. Et cette expérience nous a été parfaitement profitable, car nous avons très rapidement eu des personnels tout à fait qualifiés et surtout motivés par le métier qu'ils venaient de découvrir et pour lesquels ils avaient acquis une certaine formation. En sécurité sociale, je m'intéresse, comme l'a dit le président, je m'intéresse aux jeunes et à la formation. J'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet. C'est pourquoi, dès qu'une personne me parle de formation et qu'elle me demande mon avis, je lui donne spontanément. C'est ainsi que j'ai répondu tout de suite à mon ami Patrick Bouchard, le véritable organisateur du work, une idée initiale, qui me demandait si j'étais partant pour organiser une séance à l'Institut de France avec l'accord du président et du secrétaire perpétuel, bien entendu, sur ce sujet de la formation, et nous avons retenu cette date en espérant que nous aurons une certaine réussite. En effet, encore deux mots, il y a 1000 sortes de formations pour tous les métiers. Je suis moi-même personnellement intéressé à la formation de l'industrie, en particulier de l'électronique et de la mécanique de haute précision, et avec un certain succès. Aujourd'hui, le thème est beaucoup plus vaste. Nous avons des personnalités hautement qualifiées qui ont accepté de venir, comme la ministre déléguée qui ici vient de s'excuser, et qui nous font l'honneur d'assister à cette séance. Le président Jean-Claude Trichet, qui préside l'ensemble de cette séance, me passera la parole, mais fera lui-même une très courte présentation de chaque orateur. Il a travaillé le sujet en amont, ce qui fait toujours remarquablement bien. Personnellement, je n'ai que la charge de l'introduction et d'une pseudo-conclusion qui n'aura que quelques mots. Et voilà pourquoi j'ai accepté cette demande de Patrick Bouchard, qui est directeur général du lycée Albert Demain, comme vous savez, pour participer à cette organisation un peu particulière. Voilà pourquoi nous démarrons aujourd'hui des témoignages de hautes personnalités dont vous jugerez vous-même les connaissances, les propos, ce qui vous permettra éventuellement de poser des questions à la fin de chaque débat. Voilà, Monsieur le Président, pour l'introduction. Et je donne la parole à Patrice Auchard. Monsieur Auchard, vous êtes directeur du lycée professionnel privé sous contrat providence à Rouen, dès 90, directeur du lycée professionnel technique Saint-Denis de Strasbourg, pendant 10 ans, président national de l'enseignement technique privé pendant 5 ans, directeur maintenant, comme cela a déjà été dit, du lycée professionnel et technique Albert Demain,
Et on ne peut pas avoir un conférencier plus compétent que nous, me semble-t-il, après certainement avoir écouté le ministre. Et je crois pouvoir dire que Yvon Gattaz attend beaucoup de ce que vous avez dit. Oui, il a été, Patrick Bouchard, c'est le premier à participer le départ, et il est venu me trouver en me demandant si c'était des bonnes nouvelles, si c'était éventuellement possible de l'académie. Je voulais demander, vous m'avez tout de suite répondu oui, et voilà pourquoi Patrick Bouchard est aujourd'hui le pivot de cette réunion, et nous allons l'écouter avec un grand plaisir en rappelant qu'il est, comme l'a dit le président, il est le directeur général de l'école Albert Thomas, qui est très connue par son enseignement et par ses résultats. Patrick Bouchard, nous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel et Monsieur l'Académie. D'abord, je tiens à vous remercier, je tiens à remercier l'Académie des sciences morales et politiques de nous accueillir, et en particulier Monsieur le Président et le Secrétaire perpétuel et l'académicien Yvon Gattaz, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, et donc un grand merci, cher Yvon. Je dis nous, de nous accueillir, je dis nous, tout simplement parce que vous avez vu des élèves qui vous ont accueillis tout à l'heure, et des élèves qui vont nous servir un petit cocktail après ce colloque. Mais les élèves sont au cœur de mon travail, sont au cœur du propos que je vais vous livrer maintenant, Monsieur le Président. Ils sont au cœur de ce colloque, et à côté d'eux, bien sûr, les enseignants, les personnels éducatifs, les personnels des lycées professionnels. Alors bien sûr du lycée Albert Demain, mais au travers du lycée Albert Demain, tous les élèves des lycées professionnels et tous les jeunes de l'apprentissage. Nous sommes très honorés que l'Académie des sciences morales et politiques nous accueille, je le dis de façon tout à fait officielle, et accueille tous ces jeunes. On a dit un tiers des jeunes, on a dit tout à l'heure un tiers des jeunes du lycée, c'est quand même tout à fait conséquent. Et je tiens bien sûr à remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui, et chacun par sa présence montre son intérêt au lycée professionnel et technologique. Mon propos se limitera à retracer mes 6 dernières années où je me suis lancé dans un travail de recherche alors même que ce n'était pas ma vocation. Mais j'ai cédé à la sollicitation d'Augustin Mutual, doyen de la faculté d'éducation de l'ICP, l'Institut catholique de Paris, et je l'en remercie de m'avoir sollicité. De l'échec scolaire stigmatisé vers une professionnalisation reconnue. Que se passe-t-il à l'intérieur d'un lycée professionnel et technique, d'un CFA, pour que tous ces jeunes réussissent alors qu'ils ont précédemment reçu des qualificatifs peu valorisants? Mon hypothèse était, au début de mes travaux, que les enseignants mettaient en œuvre une pédagogie spécifique à l'intérieur du lycée professionnel. Nous allons voir que cela va bien au-delà, bien plus loin que la simple hypothèse de départ. Je me suis découvert chercheur alors que je suis un praticien, un homme de terrain. On dit donc que je suis maintenant un praticien-chercheur et que je fais de la recherche-action, ou action-recherche, comme vous voulez. L'image que j'avais au départ du chercheur était plutôt celle du géo-trouve-tout dans son laboratoire, ou encore en sciences sociales, celui du chercheur qui arrive avec son carnet dans un établissement pour étudier le comportement des élèves perturbateurs afin de trouver les causes sociologiques de ce comportement selon les origines, ou encore le chercheur en psychologie qui étudie les phénomènes de harcèlement pour trouver
dans la plus petite enfance les troubles qui ont généré cette attitude. Ou pas. C'était l'image que j'avais du chercheur, quelqu'un d'un peu distinct. Mais cette image a vite été perturbée par le terrain que m'a proposé d'étudier mon directeur de thèse, mon premier directeur de thèse, Gilles Leclerc. Il m'a suggéré d'étudier, de prendre comme terrain le lycée dans lequel je travaille. Au départ, je pensais que ce n'était pas possible, mais en réalité, ce choix s'est avéré très pertinent. J'ai donc découvert le concept de recherche-action. J'ai découvert qu'il était possible d'être dans l'action et d'être en même temps chercheur, et j'ai même découvert que cette posture de praticien-chercheur, je l'avais sûrement depuis longtemps, sans le savoir. Et je vais essayer de vous démontrer que les enseignants des lycées professionnels sont eux aussi, des lycées professionnels ou des CFA, sont eux aussi des praticiens-chercheurs qui s'ignorent, qui souvent s'ignorent. Je propose même d'ailleurs, madame le ministre, madame la ministre, je propose que les professeurs de lycée professionnels reçoivent le qualificatif de chercheur. Professeur de lycée professionnel chercheur. Pourquoi pas? PLP, c'est, si on dit professeur de lycée professionnel, on dit c'est les PLP, on peut dire PLPC. La communauté scientifique universitaire a été d'un grand secours pour moi, pour m'aider à structurer la démarche avec beaucoup de rigueur pour que le travail de chercheur soit bien orchestré. Mais il est indéniable que l'interaction permanente entre le chercheur et le praticien provoque des transformations de son environnement et des transformations personnelles profondes. Là encore, mon propos vous apportera des réponses, je l'espère. Comme je vous le disais, ce sont les jeunes qui sont au cœur de mon travail ainsi que les équipes. J'ai donc commencé par mener des entretiens avec 8 anciens élèves de l'établissement, et puis, alors qui m'ont raconté leur parcours tout simplement, avant, pendant et après le passage au lycée professionnel. Ensuite, j'ai rencontré 10 chefs d'établissement, de lycées professionnels et techniques, publics et privés. Puis, 10 enseignants ont participé à un groupe de travail, un groupe de partage d'expérience. Et enfin, j'ai suivi 2 cohortes de 25 jeunes chacune, une en bac professionnel et l'autre en MAN et BTS, c'est-à-dire que ça s'est fait pendant 3 ans. Ce qui a représenté bien sûr le suivi des parcours des élèves, mais aussi des entretiens qui ont été réalisés par une assistante d'éducation du lycée. Ils relisent, et en relisant les verbatims, nous nous sommes rendus compte avec mon second directeur de thèse, Claude Mozal, que les expressions de chacun s'harmonisaient en une véritable symphonie des acteurs. En voici quelques exemples. Édouard, par exemple. 6e, ça allait. 5e aussi, et puis ça s'est dégradé en 3e, jusqu'à la seconde, manque de travail, insolence avec les professeurs, bêtises et tout le tralala. Victorien. En fait, au collège, j'avais vraiment des notes extrêmement basses. Je ne savais pas ce que c'était je ne savais pas que j'étais capable de mieux. Mais en arrivant à Albert Demain, bizarrement, j'ai repris confiance en moi. Jonas. En fait, j'ai intégré une classe de Ulysse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la classe d'Ulysse. J'allais dans les matières avec les autres, en sciences, en sport. Ma prof de collège, elle n'a pas voulu que je passe le brevet des collèges. Du coup, je ne l'ai pas fait et je l'ai pas vu. Marie Legrand. Ça m'a permis de retrouver confiance en moi. Et je suis sûr aujourd'hui que le lycée m'a appris à me connaître. Et il y a beaucoup d'actions des professeurs, de pédagogie des professeurs, qui permettent d'être à l'écoute. Une collègue, chef d'établissement. Dans les ateliers de mode et de couture, une ambiance familiale est créée par les enseignants pour que la relation entre les élèves et les enseignants soit forte et permette ainsi aux jeunes de faire confiance aux adultes. Un autre collègue, chef d'établissement, cette fois-ci d'Alsace, parce que vous vous souvenez, j'ai sévi pendant quelques temps en Alsace, c'est la pédagogie du projet, c'est la pédagogie du concret. Nous sommes privilégiés à ce niveau-là, c'est la pédagogie qui passe par nos restaurants. À partir du moment où vous accueillez des clients, vous n'avez plus de problème au niveau de la maîtrise et de l'encadrement des progressions.
vous n'avez plus de problème de la gestion de la discipline des élèves. Vous avez des clients, vous avez le client qui est dans l'établissement et tout tourne autour de la question de l'accompagnement du client. Tony nous dit, alors, l'année de seconde, je trouve que ça s'est bien passé. Et par rapport au stage, j'ai énormément appris et c'est grâce au stage de l'année de seconde que j'ai vraiment voulu faire de la cuisine et ça m'a apporté beaucoup de choses, la connaissance, l'autonomie par exemple. Et enfin, Sandrine nous dit, parce que la détermination, c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut jamais penser que l'on ne peut pas réussir, parce que pour moi, c'est ma démarche d'esprit. Donc, je pense qu'il faut toujours aller de l'avant et se battre jusqu'au bout. Ne jamais penser que l'on ne peut pas y arriver, parce que tout le monde peut y arriver et en se donnant suffisamment de moyens de le faire. Il a fallu étudier bien sûr tous ces verbatims, étudier tous ces entretiens et les analyser. J'ai d'abord fait un classement thématique et il en ressort des aspects déjà étudiés dans le cadre de nombreuses sciences sociales comme la sociologie, la philosophie ou l'anthropologie. Nous retrouvons chez les jeunes de lycée professionnel tous les éléments de la socialisation secondaire décrite par Erikson, par exemple, où le jeune confronté à l'environnement social sort du contexte familial pour découvrir au-delà de l'école le monde de l'entreprise et la société tout entière. C'est aussi un lieu de construction identitaire fort. Ces jeunes sont en effet exposés à des épreuves psychosociales violentes qui font obstacle à la réalisation de leur travail d'identité. Renforcer un sentiment de sécurité intérieure, c'est s'affirmer comme un individu capable de choisir et de diriger son destin, définir quel genre de personne devenir et investir les savoir-faire et les savoirs requis sont cependant des tâches longues et difficiles. Elles s'étalent tout au long de la période que Erikson nomme moratoire, durant laquelle l'adolescent suspend ses identifications et ses engagements durables pour se livrer à un véritable travail d'élaboration identitaire. Régis Cortesero, par exemple, chargé d'études et de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire du Québec et chercheur associé au centre Émile Durkheim, le décrit longuement et analyse une attitude sur la construction identitaire des jeunes et une étude sur la construction identitaire des jeunes élaborée entre juillet 2006 et juillet 2007 et juin 2007 auprès de jeunes des banlieues françaises. Et il me dit ceci. Ces jeunes sont les enfants de l'échec de la démocratisation de l'école. Ils ont des rêves, mais ne pourront jamais les réaliser. Ils vivent la ségrégation, la discrimination, les expériences catastrophiques, les tensions familiales. Nous avons observé aussi tout ce que Aziz Djellab, un chercheur et inspecteur de l'éducation nationale, inspecteur général de l'éducation nationale, mais aussi chercheur en sociologie, qui découvre, quand il s'intéresse au lycée professionnel, je cite, « J'ai découvert le lycée professionnel à l'occasion de ma première affectation en tant que conseiller d'orientation stagiaire dans l'Académie de Lille. Du lycée professionnel, je n'en avais entendu parler que vaguement et plutôt de façon négative. » La professionnalisation, j'ai parlé de professionnalisation tout à l'heure, enfin en tout cas on va s'orienter vers la professionnalisation, donc c'est au cœur de ce que vivent les jeunes, bien sûr. C'est d'abord dans les milieux professionnels, puisqu'on parle de professionnalisation, je me suis tourné évidemment vers les milieux professionnels, et je vais commencer par reprendre la définition donnée par Guy Le Botterf du professionnel, la définition du professionnel reconnu, du professionnel compétent. Pour Guy Le Botterf, un professionnel sera reconnu comme compétent si les clients actuels ou potentiels peuvent lui faire confiance, s'il prend le temps opportun des initiatives pertinentes dans des situations complexes, incertaines ou inédites, s'il se distingue par son intelligence des situations, s'il ne laisse échapper aucun détail important à la démarche du client ou à la situation problème à traiter, s'il met en œuvre des pratiques professionnelles pertinentes tout en combinant et mobilisant des ressources personnelles appropriées dans les contextes particuliers,
s'il coopère de façon efficace et fait appel si nécessaire à des ressources qu'il ne possède pas lui-même pour comprendre et réagir, s'il tire régulièrement les leçons de l'expérience pour transposer et apprendre à apprendre, et s'il agit en conformité avec une éthique de service par rapport à ses clients. Tout un programme pour devenir un professionnel compétent et reconnu. Avouez que la tâche est particulièrement lourde. Cependant, nous observons quotidiennement la mise en œuvre de tous ces aspects en lycée professionnel. Ça se met véritablement en œuvre, même si ça paraît particulièrement difficile à faire. Dans le cadre du suivi des 2 cohortes maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait des entretiens, mais que j'ai suivi 2 cohortes à l'intérieur de l'établissement. J'ai classé les jeunes, cette fois-ci, d'une façon un peu différente, entre ceux qui ont eu un parcours difficile avant de rentrer au lycée professionnel et qui réussissent en lycée professionnel. Ceux qui ont eu un parcours correct en collège et qui progressent toujours en lycée professionnel, et en particulier sur les parcours post-bac et en BTS. Ceux qui ont eu un parcours difficile et qui continuent à avoir des difficultés, et enfin, qui réussissent quand même leur bac ou leur BTS. Et puis ceux qui ont eu un parcours difficile et qui continuent à avoir un parcours difficile, et ça se termine mal. C'est-à-dire que ça se termine sans diplôme. Et puis il y a ceux qui décrochent, on en a parlé tout à l'heure, tous ceux qui décrochent. Je vous fais grâce des chiffres, des statistiques. On va se concentrer sur un ou deux cas particuliers. Cependant, la majorité réussissent, mais ce n'est pas la totalité. Il est toujours intéressant de s'intéresser à ceux qui ont des difficultés. Par exemple, prenons par exemple ceux qui avaient des difficultés et qui continuent à avoir des difficultés en lycée professionnel. Par exemple, les difficultés de discipline. Et on a un certain nombre qui arrivent au lycée professionnel, qui étaient indisciplinés au collège et qui continuent d'être indisciplinés. Parce qu'il ne faut pas rêver. C'est pas parce qu'ils rentrent au lycée professionnel que d'un seul coup, ils deviennent merveilleux et qu'ils ne sont plus indisciplinés. Ils continuent d'être indisciplinés. Alors, comment peuvent-ils réussir si en fait, ils continuent sur la même lancée? Eh bien, tout simplement parce que les enseignants font preuve d'une ingéniosité exceptionnelle pour supporter et surmonter leur indiscipline. Les élèves ne deviennent pas dociles parce qu'ils rentrent en lycée professionnel. Par contre, les enseignants se coordonnent entre eux et avec les équipes éducatives pour mettre en œuvre des processus éducatifs très élaborés. Ils recherchent des solutions nouvelles, ils explorent, ils expérimentent et surtout, ils travaillent en équipe. Souvenez-vous le commentaire de ma collègue tout à l'heure qui disait « Les enseignants créent une ambiance familiale dans les ateliers de couture. Elles jouent, alors les enseignants eux, parce que c'est essentiellement des femmes dans la couture, elles jouent le rôle de la seconde maman. Cette attitude n'a jamais été écrite, ou en tout cas n'est écrite dans aucun manuel pédagogique. Pourtant, c'est bien ce qui permet à ces jeunes de progresser. Ces enseignants mettent en œuvre des pratiques et des recommandations qui en réalité ont été faites il y a bien longtemps. Par exemple, au XVIIe siècle, lorsque Jean-Baptiste de La Salle crée les frères des écoles chrétiennes, parmi les recommandations qu'il donnait aux enseignants, il y avait bien la prise en compte de la personne dans toute son intégralité pour que l'enseignement soit bien dispensé. Les 4 premières règles, prenons par exemple les 4 premières règles que Jean-Baptiste de La Salle avait faites à l'époque. Premièrement, l'éducateur lassalien porte attention à tous ses élèves, et en particulier à ceux qui ont des difficultés. Deuxièmement, l'éducateur lassalien s'efforce de bien connaître ses élèves et leurs besoins. Troisièmement, l'éducateur lassalien cherche à vivre la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Quatrièmement, mais je pourrais continuer parce qu'il y a d'autres recommandations, l'éducateur lassalien se met à la portée de ses élèves. Je pourrais multiplier les exemples de cohérence entre les méthodes proposées par les grands pédagogues et ceux que nous vivons dans les lycées professionnels, sans toujours savoir d'où ça vient. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon instinctive, comme je vous le disais tout à l'heure. On est souvent des chercheurs qui s'ignorent. Augustin Mutualet, dans son ouvrage « Les grandes figures de la pédagogie » qu'il a écrit en 2011 avec Gabriel Végrand, pourrait illustrer les parcours, par exemple, de Maria Montessori, bien connue dans l'enseignement primaire, et dont j'ai retrouvé des traces, si je puis dire, ou en tout cas
des choses qui sont vécues dans un lycée professionnel, mais ce n'est pas en France. C'est un lycée professionnel allemand, à Munich, qui met en œuvre les recommandations de Maria Montessori, mais je n'ai pas trouvé ça dans les lycées professionnels français, tel que ça va se mettre en place. Ou alors, on pourrait aussi parler de Célestin Freinet ou d'autres, comme Célestin avec son imprimerie en plein milieu de la classe. Mais celui qui retient le plus mon attention, c'est un Américain, c'est John Dewey, 1859-1952, qui nous inspire, et lui nous inspire au quotidien dans les lycées professionnels, le learning by doing, apprendre en faisant. John Dewey, l'un des plus grands pédagogues et philosophes américains, estime, je cite, qu'il faut donner à l'élève quelque chose à faire et non à apprendre, car l'action oblige à penser et à établir les rapports entre les choses, et ceci conduit naturellement à apprendre. Ça a été dit en 1870. C'est pas le siècle dernier, c'est le siècle encore avant. Deux principes caractérisent l'expérience éducative, le principe de la continuité, où l'on retrouve le caractère processuel de la pensée de Dewey, bien sûr, et le principe d'interaction entre l'homme et le monde qui l'entoure. Les parcours traditionnels d'enseignement que nous connaissons, et particulièrement en France, on a parlé d'enseignement général tout à l'heure, consistent à penser que tout commence par la théorie et que la pratique découle de la théorie. On commence par faire de la théorie et ensuite on fera de la pratique. Matthew B. Crawford, brillant cadre supérieur dans une banque américaine qui abandonne son poste pour se consacrer à la mécanique des motos. Il nous fait découvrir dans son ouvrage, que je vous recommande, L'éloge du carburateur. En 2009, comment construire de la connaissance à partir de la pratique, comme John Dewey l'avait dit en son temps. Oui, l'exercice de la pratique, de la confrontation entre le jeune et la matière, lui permet de construire la connaissance. Pas simplement d'acquérir des compétences. Il va acquérir des compétences professionnelles, certes, mais il construit aussi de la connaissance. Le mouvement est circulaire. La connaissance et le savoir permettent de mettre en œuvre la pratique, certes, mais la pratique permet de construire de la connaissance et du savoir. Ça va dans un sens et dans l'autre. Pas uniquement, c'est pas transversal, c'est circulaire. Les enseignants qui créent les conditions pour que les jeunes puissent faire de la pratique créent donc les conditions de l'apprentissage de connaissances et de développement des compétences. Lorsqu'on approfondit les entretiens des différents acteurs de l'établissement, du lycée professionnel et technique et du CFA, on découvre encore autre chose qui mériterait d'être utilisée dans le cadre de la formation des enseignants. Je vous disais au début de mon propos que nous étions des chercheurs qui s'ignorent. En réalité, c'est à partir de l'expérience que fait le jeune au sein de l'enseignement professionnel ou de l'apprentissage que tout se révèle. Les travaux de Jean-Marie Barbier et de la chaire de l'UNESCO se mettre en action m'y ont aidé, ou en tout cas m'ont aidé à aller encore un peu plus loin dans le travail d'approfondissement. En effet, les situations de formation de l'enseignement en lycée professionnel sont réellement variées et inattendues. Le plus important pour un enseignant qui commence à travailler avec les élèves en lycée professionnel n'est donc pas l'exigence de la préparation correcte de son cours. Il s'agit en réalité, donc il faut qu'il prépare son cours, certes, et ça on en parle souvent, mais il s'agit en réalité pour lui d'accepter de s'inscrire dans une anticipation où l'incertitude et l'inconnu sont les socles fondamentaux du savoir enseigné qui dépassent la transmission de savoir. C'est ce qui a permis la mise en place au sein du lycée Albert Demain d'une volonté collective et de se préparer afin de proposer à chaque membre de l'équipe éducative et pédagogique des temps de transformation qui favorisent la reconnaissance de besoins psychosociaux essentiels pour le vécu d'une trajectoire professionnelle harmonieuse.
Se préparer à l'action éducative est une opportunité offerte à un enseignant de découvrir son métier comme autant d'occasions de gérer la complexité qui structure un apprentissage co-construit entre l'élève et l'enseignant. En effet, l'élève qui se met en action pour réaliser son chef-d'œuvre ou pour faire un travail sous la responsabilité de l'enseignant transforme évidemment le monde dans lequel il est par l'objet qu'il crée. Mais il se transforme aussi lui-même. C'est ça le geste mental de l'apprentissage. Ce qu'il faut reconnaître et continuer à mettre en évidence, c'est que l'enseignant qui se trouve en face se trouve lui aussi transformé. De façon inconsciente certainement, les enseignants de l'enseignement professionnel et technique et d'apprentissage acceptent de se laisser transformer dans le cadre de l'apprentissage de leurs élèves. Les entretiens nous révèlent même que c'est l'ensemble des acteurs de l'institution qui se transforment au fil des apprentissages des élèves. La co-construction génère la co-transformation des élèves, des apprentis, des enseignants, des formateurs, des éducateurs, du personnel et aussi du chef d'établissement. Et c'est pour, je vais laisser, j'allais dire, John Dewey m'aider à conclure ce propos. Il disait en 1925, si je devais écrire ou réécrire expérience et nature, aujourd'hui c'est un ouvrage qu'il a écrit précédemment, aujourd'hui je donnerais au livre le titre Culture et nature, et l'approche de divers sujets spécifiques serait modifiée en conséquence. J'abandonnerais le terme expérience du fait que j'ai progressivement réalisé que les obstacles historiques empêchent de comprendre l'usage que je fais de ce mot, sont en pratique insurmontables. J'y substituerai le mot culture, car son sens, qui est désormais fermement établi, pourrait porter pleinement et librement ma philosophie de l'expérience. La notion de professeur de lycée professionnel chercheur peut être envisagée dès lors que le chef d'établissement s'inscrit dans une double dynamique professionnelle. Une dynamique qui lui permet de remettre en cause un diptyque inclusion-exclusion qui favorise de l'uniformité par rapport à la norme préétablie en lien avec des évaluations déficitaires des élèves. Une dynamique où la conjoncture du verbe réussir à la première personne du pluriel peut s'accorder à la conjugaison du verbe vivre à la première personne du singulier en lien avec les évaluations capacitaires. Ainsi, favoriser le développement intégral d'une personne en formation s'inscrit dans une réalité beaucoup plus large que le simple intérêt pour elle d'être reconnue socialement à travers l'exercice d'un métier. Les concepts de mise en situation par l'action étant mobilisés en permanence, il convient de permettre aux enseignants d'identifier dans toutes les activités menées par les élèves les expériences culturelles qui doivent être relues par eux-mêmes afin d'entrer dans la transformation de l'expérience. Les expériences culturelles vécues en lycée professionnel sont autant de moments qui, au-delà de transformer les matières et les situations, transforment tout l'environnement des élèves et des enseignants. Les perspectives de cette recherche retracent le sillon d'une vision évolutive du lycée professionnel et technique au service d'une société qui valorise authentiquement les principes d'égalité et de liberté, de solidarité et d'équité. C'est le fondement sur lequel se construit la personne en tant qu'individu. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 26, en 1948, nous dit ceci: l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La permission du Président, je voudrais remercier particulièrement Patrick Bouchard
Vous avez la parole. Pardon? Non, non, ce qui est prévu, c'est que vous tirez la parole à moi. Ah, vous dites bien. Si, je suis prêt. Je suis prêt, mais je ne voulais pas manger votre propre... Non, je dirais simplement que je trouve que c'était réellement un séminaire extraordinaire, qu'on a abordé la question la plus difficile, je dirais la plus difficile en général, celle de l'éducation, et la plus difficile aussi pour notre pays, pour des raisons que Michel Febro a évoquées, et que tous ceux qui sont praticiens, les théoriciens, connaissent bien, savent bien, que j'ai moi-même pu observer en comparant les différents pays, qui étaient au bon lycée, en quelque sorte, vu de Francfort où j'étais, nous avions un très très grand nombre de pays européens, et je voyais bien qu'il y avait des différences importantes d'un pays à l'autre, que dans certains domaines, nous étions bons, et dans d'autres domaines, nous n'étions pas bons. Et qu'il est probable que nous n'étions pas, donc, les seuls à avoir raison de certains domaines, quel cas particulièrement, je veux dire, de l'éducation professionnelle, évidemment, de l'apprentissage, évidemment, des gros comme le nez au milieu de la figure. Et certains ont prêché, vous en êtes le héros, Yvon, et bon, les choses avancent, on a pu l'observer, c'est réconfortant. Mais c'est très compliqué, c'est très multidimensionnel, il y a des aspects psychologiques, sociologiques, mais en dernière analyse, ce qu'il faut, c'est réussir économiquement pour les individus, pour les jeunes auxquels nous pensons, et pour la société tout entière. Donc voilà, ce n'est pas une conclusion, c'est une remarque admirative, parce que j'étais extrêmement intéressé par tous les exposés, et vous avez vous-même maintenant la parole, mon cher Yvon, sans limite. Vous n'avez pas de limite. Merci mille fois, cher président. Vous m'avez transformé en Yvon pêcheur, une nouvelle catégorie que je ne connaissais pas, mais merci de l'avoir créée. Je l'apprends et je l'accepte avec un grand plaisir. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, remercier tous les participants, d'abord les orateurs. Je peux vous le dire sans la gordannerie, vous avez tous été de très haute qualité. La meilleure preuve, c'est le silence intégral qui a régné pendant ce colloque, car on n'a pas été un colloque de 10 minutes. C'est officiel que nous sommes réunis depuis 2h30. Vos propos ont été passionnants et de très haute tenue intellectuelle, avec des idées nouvelles et qui méritaient d'être écoutées et méditées, ce que nous allons tous faire en rentrant chez nous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce magnifique colloque de ce matin, à part les remerciements qu'on peut également partager avec les jeunes, qui ont bien voulu se déranger et qui ont sûrement appris beaucoup de choses sur la formation qui n'est pas que l'apprentissage, comme on l'a cru longtemps. Je me rappelle que dans ma jeunesse, et c'était pas la même que la vôtre, car la mienne est beaucoup plus ancienne, on disait aux enfants, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu prends l'apprentissage. L'apprentissage avait une très mauvaise presse. Aller à l'apprentissage, c'était quitter le crayon et la gomme pour prendre la lime et le marteau. C'était très différent. Et je dois dire qu'on a terrorisé comme ça pas mal de jeunes pendant plusieurs décennies. J'en parle d'autant mieux que je descends, vous savez, d'une famille d'enseignants depuis plusieurs générations. Et j'ai appris à ce titre pas mal de choses.
Pour revenir à ce colloque et en vous remerciant encore de vos prestations, j'ai retenu quelques idées qui valaient la peine qu'on en reparle sans doute, et peut-être que pendant le petit cocktail que Albert Debrun va nous offrir dans quelques instants, là, je vous signale au passage, c'est les salons de la cour d'honneur, quand vous entrez sur les salons qui sont en face de la grille d'entrée. Au cours de ces conversations que nous continuerons à avoir, j'espère qu'on aura encore des échanges intéressants, nous pourrons reprendre un certain nombre de passages. Moi, j'ai été très frappé et heureux qu'Augustin cite l'espoir. C'est vrai que j'ai commis un titre d'espoir, et que j'explique souvent, et aux adultes et aux jeunes, de ce que c'est l'espoir qui porte le monde. Nous ne faisons les choses que parce que nous avons l'espoir que ça réussisse. L'espoir est évidemment porteur. Je ne connais pas de jeunes, et j'en ai conseillé quelques centaines, qui créent une entreprise à partir de zéro, sur une idée originale, sans avoir l'espoir que ça réussisse. Connaissez-vous un entrepreneur qui crée une entreprise avec l'espoir qu'elle fasse faillite? Nous vivons d'espoir. Merci d'avoir cité. Je suis très reconnaissant car c'est un de mes thèmes préférés et l'espoir va avec notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la formation et l'apprentissage sont deux formes d'espoir. Nous disons aux jeunes, formez-vous et vous verrez, ayez l'espoir que ça réussisse et que vous appreniez des choses qui vous servent dans votre vie professionnelle qui vient et qui n'est pas si facile que ça, et que Michel Perrault a bien expliqué, la vie professionnelle est en train de changer, elle se modifie. Je le vois avec nos jeunes de jeunesse et entreprise, en rappelant les propos de mon ami Héron. Je vous rappelle, mais il a dit avec modestie qu'il était mon successeur à Jeunesse et Entreprise. Il est le président de l'association Jeunesse et Entreprise que j'ai créée il y a 30 ans et qui marche toujours. Et je parle de Jeunesse et Entreprise, je ne parle pas du créateur, qui lui marche moins bien. Effectivement, Michel a rappelé que les métiers changent, la forme des métiers change. On passe effectivement des métiers d'autrefois, des métiers salariés, où on montait à l'ancienneté, à la sécurité et à la qualité, et peu à peu, tout doucement, sans jamais arriver au sommet. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, nos jeunes sont pris d'un désir d'indépendance. Et ce désir d'indépendance, il faut le soutenir, car ils ont souvent des idées originales que nous n'avons pas. Je suis surpris, toujours moi-même, quand je reçois dans mon bureau des jeunes qui viennent me dire « j'ai découvert une nouvelle terre, un nouveau métier, une nouvelle façon de vivre, et j'en suis très fier. Je me méfie. Je me dis, voilà,
réinventer le monde ou qui va le réinventer. Eh bien, croyez-moi, je suis souvent étonné. Je revois des garçons et des filles, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, qui ont merveilleusement réussi, qui ont des entreprises avec de nombreux salariés, qui exportent énormément, qui ont créé des filiales à l'étranger. Aujourd'hui, le jeune indépendant est un nouveau métier. Pour ça, tout le monde n'a pas les qualités. Encore faut-il qu'on ait des qualités d'intuition, de nouveauté suffisantes pour ne pas retomber dans le déjà fait, comme un de mes amis qui me demandait il y a 50 ans, peut-être un peu plus, qui me demandait si comment fabriquer des briques. Alors, on m'a expliqué que les briques existaient depuis quand même bien longtemps, ou alors il fallait qu'ils trouvent de nouvelles briques. Ce qu'il a trouvé d'ailleurs. Et je dois dire que ces nouveaux métiers méritent une sorte de filière nouvelle. Comme disait Michel tout à l'heure, on est passé du métier artisanal, progressif, et qui progresse tout doucement dans le temps, au métier indépendant, intuitif, spontané, jaillissant et ouvert de risque. C'est ce qu'il a appelé, je crois, la filière indépendante. Et je crois que là, rien que cette idée est tout à fait géniale. Trouver aujourd'hui pour les jeunes des filières indépendantes. Car ils sont eux-mêmes indépendants. Et s'ils ne sont pas assez indépendants, ils veulent le devenir. Poussons cette indépendance, car elle le mérite. Et nous avons par bonheur des jeunes qui le méritent. Nous entendons assez souvent à jeunesse et entreprise, nous entendons souvent dénigrer les jeunes. Eh bien, nous sommes navrés, car je peux vous dire et vous confirmer que nous avons, au contraire en France, des jeunes de haute qualité. De haute qualité. Ils ne sont pas tous entrepreneurs indépendants. Beaucoup restent dans leur poste en attendant que ça tombe, que ça vienne. Il en faut. Il faut qu'il y ait des salariés stables, qui ne bougent pas, qui aiment leur métier. Et quand on leur demande de changer, ils disent non, je suis très bien où je suis. Ça m'est arrivé dans nos propres usines. Mon frère, qui était mon associé, avait repéré une dame qui était particulièrement bonne ouvrière, et il m'a dit, je vais la promouvoir. Il a donc amené cette dame dans son bureau quand j'étais là-bas, dans l'usine de Poireau, on disait, c'était notre première usine. Et cette dame m'a expliqué qu'elle pouvait faire ceci, faire cela, commenter des dizaines de personnes avec autorité et bon sens. Et je lui ai répondu, non messieurs, ce que vous proposez ne m'intéresse absolument pas. À l'époque, voilà quelqu'un qui ne voulait pas bouger de son poste, qui se trouvait très bien au poste où elle était, avec un salaire plutôt modeste, mais qui lui allait très bien et qui ne lui faisait pas utile pour nourrir sa famille. Pardon d'avoir cité cet exemple un peu particulier, mais réel,
dire que j'ai moi-même beaucoup apprécié ce débat qui était de très haute qualité. Je voudrais à nouveau, au nom du président Trichet et moi-même, féliciter encore les orateurs qui nous ont lancé des idées souvent originales et que nous allons lire et revisiter. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier 1000 fois d'avoir bien voulu participer à ce petit colloque original et inhabituel. Et nous pourrons avoir le plaisir de continuer ces conversations entre nous si vous le désirez au petit cocktail que nous offre Albert demain dans le salon. Nous allons nous rendre en vous remerciant à nouveau et en vous félicitant.